Bienvenue à toutes et à tous, membres du Cercle Noir, j'espère que vous allez bien, même si je pense que d'ici la fin de cette vidéo, vous n'irez plus très bien et vous risquez d'être un petit peu chamboulé, parce que je peux vous dire que j'ai été chamboulé en écrivant cette histoire, en faisant tout le travail de recherche sur cette affaire, parce qu'on baigne dans l'horreur, tout simplement. Que ce soit l'âge de la victime, c'est une collégienne de 13 ans, le lieu, on est dans un internat, dans un collège, c'est il n'y a pas si longtemps que ça pour moi le collège, donc je ne peux qu'imaginer le traumatisme qu'ont vécu tous ces élèves. C'est très hardcore, donc voilà. Pour les âmes sensibles, peut-être passer certains passages. En tout cas, comme d'habitude, on a un plan. Premièrement, on va s'intéresser à la journée de la disparition de la jeune collégienne, les premières recherches des gendarmes, des élèves, qu'est-ce que ça a donné. Ensuite, l'identification du suspect. En deuxième partie, les éléments qui ont permis aux enquêteurs d'avancer et de se dire que ce mec-là était un petit peu bizarre. Ensuite, la découverte du corps et pourquoi est-ce qu'on va basculer dans une autre dimension quand on va se rendre compte dans quel état est la victime. Et puis enfin, les failles judiciaires. Parce que oui, peut-être que l'assassin n'est pas le seul fautif dans cette histoire, parce que l'État français et la justice française, mais vous êtes pas prêts. Quand vous allez vous rendre compte de toutes les erreurs qu'il y a eu, c'est à devenir fou, c'est à tout casser, et c'est juste scandaleux. Donc on va baigner dans l'horreur, mais à la fin, ça va même prêter à rire, à quel point on va voir que la justice française a été ridicule. Mais avant ça, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Ça faisait longtemps que je voulais faire des vidéos sur des affaires criminelles. Alors c'est assez prenant parce que c'est un peu traumatisant de faire des recherches sur toutes ces affaires, je vous cache pas. Mais j'essaie de vous fournir les vidéos les plus complètes possibles et vous me le rendez. Et c'est parti pour l'affaire terrible de la disparition de la jeune collégienne de 13 ans, Agnès Marin. Nous sommes au Chambon sur Lignon, c'est un village d'environ 2500 habitants en Haute-Loire, c'est à 60 km au sud de Saint-Étienne à peu près, et au passage, au moment des faits, la maman du politicien Laurent Wauquiez était maire du village pour ceux qui s'intéressent à la politique. Ce qu'il faut savoir sur ce village, c'est qu'il a accueilli pendant très longtemps des populations persécutées, que ce soit des protestants, des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ou des gens très pauvres en général. Et cela va de même pour le collège Sévenol où se déroulent les faits. En fait, c'est plus qu'un collège parce qu'il fait aussi lycée et c'est un internat. Du coup, il y a des gens qui viennent de partout en France, au Sévenol, à l'internat, au collège ou au lycée. Il a été fondé en 1938 et en fait, vraiment sa devise, ça reste dans la lignée du village, c'est humanisme et tolérance. Et au début de sa création, l'établissement marche très bien, il accueille pour la plupart du temps des élèves plutôt bons à l'école, le niveau est assez élevé, l'établissement a vraiment bonne réputation, sauf qu'à partir des années 90, il y a de moins en moins d'élèves, parce que voilà, on est dans un village un peu paumé, les gens se dirigent plus vers les villes, du coup il y a de moins en moins d'élèves, et là, ils sont obligés forcément pour faire vivre l'établissement et continuer à gagner de l'argent, d'accepter des élèves qu'ils n'auraient pas acceptés en temps normal. Ils vont appliquer très sérieusement leur devise humanisme et tolérance et accueillir des élèves qui sont soit en grande difficulté scolaire, voire pire pour moi, en grande difficulté personnelle ou psychologique. Et c'est dans cette vague d'acceptation aux critères peu élevés que certains élèves potentiellement dangereux peuvent arriver au Sévenol, et ça va être le cas d'un jeune de 17 ans dont nous allons parler très rapidement. Nous sommes le 16 novembre 2011, c'est un mercredi, et du coup, les élèves ont cours que le matin. Moi, c'était ça aussi à mon époque. Du coup, l'après-midi, forcément, c'est quartier libre, donc on a envie de sortir un petit peu. Le problème, c'est qu'il n'y a strictement rien à faire. Donc là, il y a deux choix qui s'offrent à vous, si vous êtes élève du Sévenol, c'est se balader dans la forêt, mais bon, on verra après pourquoi est-ce que c'est intéressant de se balader dans la forêt, mais sinon il n'y a pas grand-chose à faire. Ou alors se balader en centre-ville, même si c'est un village où il y a encore une fois pas grand-chose à faire, c'est l'option que choisissent la majorité des élèves. Cependant, il faut que tous les internes soient rentrés pour 17 h. Il faut bien s'imaginer que, encore une fois, on est dans un village de Haute-Loire, mi-novembre, la nuit tombe très vite,
c'est un climat assez flippant de base, donc vraiment 17 heures pour les internes, parce qu'il y a des élèves qui sont au Cévenol, mais qui habitent chez leurs parents juste à côté dans le village. Mais c'est le cas, par exemple, d'Agnès Marin. Elle est à l'internat, et donc il faut qu'elle soit rentrée à 17 heures. Une fois cet horaire passé, les surveillants font l'appel, et bien sûr, il manque une élève, c'est Agnès Marin. C'est une élève de 3e qui a un caractère assez difficile. Elle est très rebelle, elle arrive souvent en retard, et en fait, c'est en partie pour ça qu'elle s'est faite renvoyer de son ancien collège, parce qu'avant, elle habitait à Paris, au collège, elle était au collège Charlemagne, et elle fumait dans l'établissement, elle séchait les cours, enfin bref, elle a été renvoyée de ce collège, elle a été envoyée ensuite au Cévenol. Au Cévenol, elle a conservé sa personnalité assez rebelle, et donc elle n'est pas là, à 17 heures. Elle est toujours pas là, et les surveillants vont se dire, bon, c'est Agnès, on la connaît, pour l'instant, pas de quoi s'affoler, elle est sûrement en retard. Et puis, une autre chose qui va rassurer tout le monde, c'est que Estelle, qui est la meilleure amie d'Agnès, va être appelée. Estelle, elle n'est pas interne, elle habite dans le village, et on va lui dire « Est-ce que tu as vu Agnès cet après-midi ?» Et Estelle va dire « Oui, j'ai passé l'après-midi avec Agnès, on était en ville, on s'est baladé en ville au Chambon-sur-Lignon, et on s'est quitté à 16h30 sur la place de la Fontaine. » Donc pas de quoi s'inquiéter pour l'instant, Agnès n'a disparu que depuis une petite heure, elle devrait revenir d'ici peu. Mais le problème, c'est qu'Agnès ne revient pas. Et à partir de là, la pression commence un petit peu à monter. Et les élèves s'échangent leurs hypothèses et leurs informations. Il y en a qui disent, bah, elle attendait un ami qui venait la voir de Paris, donc peut-être qu'elle est partie avec cet ami, qu'elle a fugué ou qu'elle est quelque part avec lui. Il y en a d'autres qui disent, moi, je l'ai vu rentrer dans la forêt avec un élève de l'établissement. Bref, en tout cas, à ce stade-là, c'est compliqué de démêler le vrai du faux. Le temps passe, 17h, 18h, 19h, 20h, tous les gens présents à l'internat, que ce soit les élèves ou les surveillants, se mettent à la chercher dans la forêt. Je vous rappelle, c'est la forêt qui entoure l'établissement. Mais voilà, il n'y a aucune trace d'Agnès. Là, les gens commencent quand même à flipper parce que je rappelle qu'elle a que 13 ans. Ils contactent le père d'Agnès pour avoir son accord. Après avoir eu son accord, ils décident de contacter la gendarmerie. La gendarmerie débarque au Cévenol, il est tard, tout le monde est fatigué, tout le monde est stressé, mais il y a déjà des interrogatoires, entre guillemets, c'est plus des informations que les gendarmes vont essayer d'obtenir avec plusieurs élèves. La première personne qu'ils vont aller voir, c'est Estelle, la fameuse meilleure amie d'Agnès. Ils vont lui demander qu'est-ce que vous avez fait avec Agnès cet après-midi, comment est-ce qu'elle était, comment est-ce que tu l'as trouvée, etc. Parce que tu l'as quittée à 16h30. Et c'est toi qui l'as vue pour la dernière fois. Mais le problème, c'est qu'Estelle n'a rien fait avec Agnès. Parce qu'en fait, Estelle n'a pas passé l'après-midi avec Agnès. Elle a menti. La seule chose qu'elle a fait, c'est en fait, elle a déjeuné avec elle au réfectoire. Elles se sont quittées aux alentours de 12h30, 13h. Et après, Estelle est rentrée chez elle et en fait, elle a menti. Depuis, elle n'a plus jamais revu Agnès. Et là, il y a tout qui change. Parce que les gendarmes, ils cherchaient à partir de 16h30. Donc ça faisait que 5-6 heures qu'Agnès avait disparu. Sauf qu'en fait, maintenant ça fait 10 heures qu'Agnès a disparu parce que Estelle vient d'avouer qu'elle avait menti. La question c'est pourquoi est-ce qu'elle a menti? Eh bien parce que Agnès le lui a demandé. Elle lui a envoyé un SMS lui disant « Si on te demande, je suis chez toi, ok ?» Ce à quoi Estelle a répondu « Ok, mais pourquoi ?»« Je ne sais pas, au cas où. » L'angoisse monte d'un cran, les interrogatoires sont interrompus, tout le monde est épuisé, il y a un hélicoptère qui va tourner pendant toute la nuit avec un dispositif thermique qui permet de localiser la chaleur. Le problème, c'est que l'hélicoptère ne va rien voir de chaud et une première nuit passe sans la collégienne disparue de 13 ans. Au lendemain matin, les interrogatoires reprennent et là, les gendarmes commencent à regrouper plusieurs témoignages concordants qui disent qu'un lycéen, un élève de première, a été vu quittant la forêt en fin d'après-midi avec des griffures
sur le visage. Et il essayait de les cacher, ces griffures, avec son écharpe. D'autres élèves affirment l'avoir vu entrer dans la forêt quelques heures plus tôt, aux côtés d'Agnès. Les enquêteurs trouvent ce lycéen de 17 ans et ils s'apprêtent à l'interroger. C'est un jeune qui s'appelle Mathieu et c'est un grand consommateur de drogue, comme à peu près la plupart des élèves du Cévenol. Et en fait, c'est sur ça qu'il va jouer pour donner une explication quant à ces griffures très étranges sur le visage. Les gendarmes vont lui demander comment est-ce qu'il s'est fait ça, et donc il va dire qu'il est allé dans la forêt, qu'il a fumé un joint, sauf que comme ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fumé, ça lui a fait un gros effet, donc il était complètement défoncé, et du coup il a fait une espèce de bad trip, il est tombé par terre, et il est tombé dans des ronces, en fait, et c'est comme ça qu'il se serait fait ses griffures. Il faut savoir que pendant qu'il est interrogé, en fait, il est hyper chelou. Il est méga chelou, parce qu'il joue avec un yo-yo. Si vous voulez, il y a des gendarmes qui sont en face de lui, il y a une élève de 13 ans qui a disparu depuis la veille, qui a passé la nuit dehors, tout le monde est en train de pleurer, les élèves n'ont pas réussi à dormir, etc. Et là, il y a un mec, en fait, avec des griffures sur le visage, qui joue avec son yo-yo devant les enquêteurs. Il a une attitude complètement détachée, comme s'il s'en foutait, en fait. Et ça, les gendarmes vont trouver que c'est très bizarre. Et en ce qui concerne Agnès, lui, il dit que tout ce qu'il sait, c'est que Agnès avait rendez-vous en ville avec un ami qui venait la voir de Paris. À la suite de ces éléments et de l'attitude de Mathieu qui sont vraiment très étranges, les gendarmes décident de faire une perquisition dans sa chambre. Et là, ils débarquent dans un bordel mais total, il y a des vêtements partout, enfin ouais, c'est vraiment c'est une chambre d'ado mais fois 15 000. Donc ils prennent du temps à chercher, ils enlèvent un peu tout, mais en fait ils savent même pas ce qu'ils cherchent au final, mais ils cherchent. Et là, ils vont tomber sur un jean avec plusieurs taches brunâtres, notamment au niveau des poches. Ils lui demandent des explications. Bah c'est sûrement de la boue et du sang à moi qui sont arrivés quand je suis tombé dans les ronces après avoir fumé, explique Mathieu. Mais c'est quand même étrange parce que les gendarmes, ils ont l'habitude de voir du sang, ils savent très bien que c'est du sang sur le jean de Mathieu et ils décident de le placer en garde à vue. Et donc là, il prend quand même bien la pression, notre ami Mathieu, parce que même s'il joue avec son yo-yo qui fait le mec complètement détaché, il est en garde à vue, il est dans une cellule, donc ça lui fait un petit choc, et les gendarmes vont jouer sur ça pour que Mathieu se livre et nous offre plus d'éléments. Et le lendemain matin, donc le 18 novembre, Mathieu va sentir qu'il y a des taches de sang sur son jean, que vraiment il paraît méga chelou, et donc il va changer de version. Il va dire qu'en effet, il est bien allé avec Agnès dans la forêt, parce qu'il y avait plusieurs élèves qui l'avaient vu, donc il avait du mal à nier ça. Il va dire qu'ils sont allés dans la forêt pour chercher des champignons hallucinogènes, parce qu'en fait, au Cévenol, tout autour de l'internat, dans cette fameuse forêt, il y a des champignons hallucinogènes qui poussent partout. Et du coup, voilà, la plupart des élèves s'amusent à aller en cueillir, etc. Et donc lui, il va dire qu'il allait avec Agnès dans la forêt pour cueillir des champignons hallucinogènes parce qu'elle avait peut-être pour projet de les revendre après pour gagner un peu d'argent, enfin bref, des choses comme ça. Donc ils vont aller dans la forêt, ils vont fumer des joints, en plus ils vont consommer des champignons hallucinogènes, et là Mathieu dit qu'il va faire un blackout. En fait, il va s'évanouir, il va faire un gros bad trip, ça va être trop d'un coup. Il va se réveiller, et quand il se réveille dans la forêt, Agnès n'est plus là. Il est tout seul, du coup, il décide simplement de rentrer au Cévenol dans sa chambre. Sauf qu'au même moment, les résultats des analyses toxicologiques de Mathieu arrivent, et il se trouve que Mathieu n'a pas consommé de stupéfiants depuis des jours. Il n'a pas ingéré la moindre petite quantité de champignons hallucinogènes, il est négatif à tous les tests de drogue. Mathieu a menti. Et donc là, il va être obligé de changer une nouvelle fois de version. Et les gendarmes sentent que... Putain, je vous jure, j'ai des frissons à regarder cette affaire. Enfin bref, c'est terrible. Les gendarmes sentent qu'il se passe quelque chose et ils continuent à lui mettre la pression. En fait, on allait dans la forêt pour cueillir des champignons, mais on s'est disputé parce qu'elle m'a accusé de l'avoir volé. Du coup, je l'ai poussée et elle est tombée dans un ravin, dit Mathieu. Donc là, c'est quand même un grand moment parce que Mathieu admet qu'en fait, il y a eu violence sur Agnès.
Il l'aurait poussé dans un ravin. Et à ce moment-là, l'avocate, commise d'office à Mathieu, va le prendre à part. Elle va lui dire, écoute Mathieu, est-ce que tu peux nous dire où est cet endroit? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu peux nous y amener? Et là, Mathieu va dire oui. Donc la gendarmerie va prendre toutes les voitures et il y a un cortège de plusieurs voitures et de plusieurs gendarmes accompagnés de Mathieu qui se rend sur les lieux où potentiellement Agnès est blessée. Parce que c'est ça qu'ils pensent. En fait, ils pensent qu'il y a eu une dispute à ce moment-là, que Mathieu a en effet poussé Agnès et que Agnès est blessée et que ça fait plus de 24 heures maintenant qu'elle est dans le froid. Donc ils se dépêchent d'aller à cet endroit-là. Donc là, on est le 18 novembre au soir, ils y vont. Dans la voiture, Mathieu paraît vraiment pas bien. Il demande plusieurs fois aux gendarmes, est-ce qu'elle est morte? Est-ce que vous pensez qu'elle est morte? Et là, ils vont arriver à l'endroit. Mathieu va passer un petit moment à chercher. Et puis, il va dire, mais en fait, je m'en souviens plus. J'arrive pas à retrouver l'endroit. Il va chercher, mais il va dire, écoutez, je m'en souviens plus. Donc là, il faut bien savoir qu'il fait nuit. On est à environ 3 km du Cévenol dans la forêt. Mathieu va dire, je m'en souviens plus. Donc, il va être ramené au commissariat. Sauf que les enquêteurs ne vont pas abandonner. Même s'il fait nuit, même s'il fait froid, ils vont continuer à chercher dans cette zone que Mathieu a située, que Mathieu a décrite. Ils vont chercher pendant 1 heure, 2 heures avec des lampes torches. Enfin bref, c'est vraiment le pire moment pour chercher quelque chose. Jusqu'à ce qu'un gendarme va crier. Le salaud, il l'a fait! Le salaud! Elle est morte! Il l'a tuée! Agnès Marin, 13 ans, est retrouvée morte à 3 km du Cévenol. Elle est à genoux sur le sol, elle est à moitié nue, elle a la tête dans le sol et elle est à moitié calcinée. Tout le monde est sous le choc, ils vont se retourner vers Mathieu et Mathieu va avouer que sur un coup de colère, il l'a violée, puis ensuite il l'a frappée jusqu'à ce qu'elle ne respire plus. Après, pour cacher son crime, il a trouvé un Zippo dans le sac d'Agnès. C'est des espèces de briquets avec de l'essence dedans. Il a vidé l'essence sur le corps d'Agnès et avec des petits bouts de bois qu'il a trouvés à droite à gauche, il a en partie brûlé le corps. Et là, les gendarmes ont la lourde tâche d'annoncer aux parents d'Agnès que leur fille a été violée. Pour ne pas qu'elle parle, elle a été tuée. Pour ne pas que le crime soit découvert, elle a été brûlée. Et ils ont également la lourde tâche d'annoncer ça au père de Mathieu. Et là, le père de Mathieu qui a fait le déplacement est très choqué, mais il n'est pas vraiment surpris. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas vraiment surpris? Parce qu'en fait, lui, il sait, à ce moment-là, ce que les enquêteurs ne font que découvrir. Parce que Mathieu a déjà violé, et Mathieu a déjà été condamné. 16 mois plus tôt, en août 2010, dans son village natal de Nage-et-Solorgue, il attire une amie d'enfance au pied d'un arbre parce qu'il prétexte lui rendre ses 10 € qu'il lui doit. Et en fait, il a déjà prévu les liens pour l'attacher, de quoi la bâillonner, et il va la violer. Cette autre victime s'appelle Julie, et au final, après qu'elle ait réussi un petit peu à l'amadouer, et que sa mère l'ait appelée plusieurs fois sur son téléphone, Mathieu va accepter de la laisser partir, et Julie va porter plainte le jour même. Mathieu effectuera par la suite 4 mois de détention avant de rejoindre le Cévenol en novembre 2010, 1 an avant le crime. Et là, vous allez sûrement me demander comment est-ce qu'un jeune qui vient de commettre un viol peut intégrer un internat mixte seulement quelques mois après son crime. Pourquoi est-ce que la justice n'y voit aucun inconvénient? Eh bien, parce que chaque maillon de cette justice a été défaillant. Au même moment qu'est révélé le passé judiciaire de Mathieu, les résultats de l'autopsie tombent. Et là, Mathieu a encore menti. Oui, elle a été violée, mais elle a aussi pris 17 coups de couteau. Elle a également les 2 fémurs cassés, elle a l'humérus gauche cassé, elle a l'avant-bras gauche cassé. Elle est dans un état, mais je ne sais pas si vous vous imaginez, en fait, elle a été véritablement massacrée. Et bien sûr, les taches de sang qui étaient sur le jean de Mathieu appartiennent bel et bien à Agnès. Et on remarque que comme pour son premier viol, il y a la préméditation.
Parce qu'en fait, on va regarder les SMS qu'il avait envoyés à Agnès, il va vraiment l'attirer dans cette forêt en lui disant qu'ils vont cueillir des champignons hallucinogènes, etc. Et en fait, il savait ce qu'il allait faire parce qu'il avait déjà amené avec lui les liens qui lui ont permis de l'attacher. Donc comment est-ce que Mathieu a pu être accepté au Cévenol? Eh bien le père de Mathieu va dire que quand il a un rendez-vous avec le directeur pour pour inscrire son fils, il va dire en effet que son fils a un passé, il a déjà commis une agression sexuelle. Il va pas dire viol. Pourquoi est-ce qu'il va pas dire viol? Je pense que ça, il doit se le reprocher. Il avait déjà tenté d'inscrire son fils dans plein d'établissements qui refusaient, donc il voulait pas prononcer le mot viol parce qu'il pensait sûrement que sinon ça marcherait pas. Et le directeur du Cévenol va malgré tout accepter de prendre Mathieu, sans poser plus de questions que ça en fait sur son passé judiciaire, parce qu'au final, je vous rappelle que le Cévenol est dans une très mauvaise situation financière, qu'ils ont besoin d'argent et donc qu'ils ont besoin d'élèves. Plus tard, le directeur mentira devant la presse, il dira que il était au courant que Mathieu avait eu des problèmes avec la justice, mais pas d'ordre sexuel. Et finalement, quand il sera confronté au père de Mathieu, il avouera qu'il était bien au courant que Mathieu avait eu des problèmes d'agression sexuelle. Le 26 novembre 2011, jour où Agnès aurait fêté ses 14 ans, elle est enterrée à Paris. Et sur sa tombe, il y a une gerbe qui a été envoyée par le Cévenol. Le père d'Agnès va prendre la gerbe et va la jeter le plus loin possible. Et lors du procès, toutes les failles vont être révélées et ça va être le choc total. Le juge, ayant vu Mathieu à la suite de son premier viol, va lui dire: est-ce que vous pensez capable de reproduire ce genre d'acte? Et Mathieu va dire: je ne pense pas en avoir le courage, je ne pense pas en avoir le cran. C'est une réponse qui va alerter strictement personne. À la suite de ces 4 mois de détention, Mathieu avait pour obligation de voir une psychologue qui est appelée à la barre. Et en fait, cette femme, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce qu'elle est lituanienne et qu'elle parle à peine français. Et du coup, le juge va lui demander: mais madame, comment vous faites pour exercer votre métier? Elle va répondre, et je cite: comme je peux. Un autre psy est appelé à la barre, celui qui était censé suivre Mathieu au Cévenol, et en fait on se rend compte qu'il a absolument aucune qualification dans ce domaine-là, et en fait il a même pas de diplôme. On fait ensuite venir l'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse qui était censée voir régulièrement Mathieu et s'assurer que tout allait bien. En fait, elle a vu Mathieu qu'une seule fois en 1 an. Et en fait, on va lui demander pourquoi. Elle va répondre, et je cite: parce que c'était loin. Et pour terminer, on appelle le psychiatre qui avait fait un rapport à la suite du premier viol de Mathieu, comme quoi il n'était pas dangereux. Et en fait, il met dans son rapport que s'il avait commis ce premier viol, c'était en partie à cause des jeux vidéo, à cause d'une addiction aux jeux vidéo, et qu'à partir du moment où il n'avait plus cette addiction aux jeux vidéo, ma foi, tout rentrerait dans l'ordre. D'accord ? Également, une fois qu'il quitterait le département du Gard, parce qu'à la suite de ce premier viol, Mathieu va être interdit dans le département du Gard, ma foi, tout rentrerait dans l'ordre, parce que Mathieu n'est sûrement dangereux uniquement que quand il est dans le Gard. Bref, c'est un fiasco total. La famille d'Agnès a envie de tout casser, et je les comprends. Et d'ailleurs, en 2017, l'État français sera condamné à 185 000 € à verser à la famille d'Agnès. Ils ont au passage fait appel de cette décision, ce que je trouve assez dégueulasse. Quant à Mathieu, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est un fait qui est rarissime pour les mineurs. Il va faire appel de cette décision et il va y avoir un nouveau procès 1 an plus tard. Il va être condamné une nouvelle fois à la réclusion criminelle à perpétuité, cette fois-ci avec obligation de soins. Et à l'heure actuelle, il est toujours en prison et il est traité pour la schizophrénie. Depuis, le Cévenol a fermé ses portes en 2014. Il y a eu pas mal de tensions entre la famille d'Agnès et la famille de Mathieu, parce que la famille d'Agnès a accusé le père de Mathieu d'être trop présent dans les médias et de faire une espèce de show, d'aimer tout ce qui est le fait d'être vu à la télé, etc. Il va l'accuser d'être trop compréhensif envers son fils et pas assez
envers la victime. Mais on peut se demander, si jamais c'était votre fils qui avait commis cet acte-là, est-ce que vous le protégeriez? Est-ce que vous l'aideriez? Est-ce que vous ne lui parlerez plus jamais? Voilà, c'est une question que je me suis posée et honnêtement, j'ai pas la réponse. En tout cas, cette histoire a laissé une trace indélébile dans le village de Chambon-sur-Lignon et elle nous montre que même à l'école, il faut toujours être sur ses gardes parce qu'on sait jamais sur qui on peut tomber et il faut pas vraiment compter sur l'État tout le temps pour nous protéger. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires. N'hésitez pas à me suggérer d'autres affaires également en commentaire. Laissez un like si jamais vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau dossier. Prenez soin de vous, restez safe. Salut à tous.